Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. La présidente de la Cour suprême, l'honorable Domitille Muka-Nganzwa, a demandé aux 53 greffiers et juges des différents tribunaux d'éviter toute mauvaise pratique qui ternit l'image du pouvoir judiciaire, notamment la corruption. Elle a fait cette demande lors de la prestation de serment de ces derniers, vendredi, cet après-midi donc, à la Cour suprême. Suivez ce récit. Devant le drapeau national, les 53 juges ont déclaré qu'ils resteraient fidèles à la République du Rwanda et respecteraient la Constitution et les autres lois. Ils ont juré de défendre le droit de la personne et les intérêts de tous les Rwandais, d'œuvrer pour l'unité du peuple rwandais et d'exercer leurs fonctions avec sincérité. Ils ont juré de défendre les intérêts des Rwandais et de ne pas utiliser les pouvoirs qui leur ont été conférés à des fins personnelles. Le porte-parole des tribunaux rwandais, Harrison Mutabazi, a déclaré que ces greffiers et juges ont prêté serment avec de nouvelles responsabilités et qu'ils sont censés collaborer avec d'autres pour fournir des services au public. La présidente de la Cour suprême et présidente du Conseil supérieur de la magistrature, l'honorable Domitille Muka-Nganzwa, leur a demandé de lutter contre toutes les mauvaises habitudes qui ternissent l'image de la profession judiciaire. Les 53 nouveaux juges ont été approuvés par le Conseil supérieur de la magistrature, réuni le 27 juin dernier, et devraient améliorer les services judiciaires dans leurs juridictions respectives. Parmi ces 53 nouveaux juges, 17 étaient déjà en poste. À l'occasion de la Journée mondiale de la population, certains habitants affirment avoir constaté une croissance démographique au Rwanda qui reste à une inadéquation avec les terres disponibles. Par conséquent, certains ont choisi d'avoir des enfants selon le moyen de leur famille. Arabi a visité la famille Ndarayo Eurad et Uimana Hélène, en secteur Byimana du district de Ruhango, et a trouvé la mère des familles en train de nourrir ses vaches. Elle et son mari affirment avoir donné naissance à 8 enfants. Certains de leurs enfants sont aujourd'hui mariés et ont formé leur propre famille, tandis que d'autres sont encore jeunes et vivent sous le toit parental. Ses parents, Ndarayo Eurad et Uimana Hélène, expliquent que le fait d'avoir beaucoup d'enfants a eu diverses conséquences, notamment l'impossibilité de financer l'éducation de tous leurs enfants. Arabi s'est également rendu en secteur Busasamana du district de Nyanza à la rencontre de la famille Mukawera Clémentine qui a 2 fils. Mukawera explique qu'avant de fonder une famille, ils ont d'abord discuté avec son mari du nombre d'enfants qu'ils souhaitaient avoir. Cela leur a permis de planifier leur avenir sans attendre l'aide du gouvernement. Ceux qui ont d'abord discuté du nombre d'enfants qu'elles souhaitaient avoir en fonction de leurs capacités conseillent aux familles de réfléchir avant de procréer et de suivre les conseils des autorités d'état civil avant de se marier. Un agent d'état civil du secteur Kinazi du district de Rouillé explique qu'aujourd'hui la plupart des bébés naissent de mères encore filles célibataires. Il affirme qu'une éducation spécialisée est nécessaire pour ces jeunes, car si rien n'est fait, ce nombre continuera d'augmenter et les problèmes s'aggraveront. Chaque année, le 11 juillet, le monde célèbre la Journée mondiale de la population. Il est recommandé au pays d'adapter la croissance démographique à la croissance économique nationale. Au Rwanda, les données du recensement général de la population 2022, réalisé par l'Institut national de la statistique, indiquent que la population rwandaise était de 13 246 394, contre 10,5 millions en 2012. Ces chiffres montrent que 48,5% sont des hommes et 51,5% des femmes. Selon ces chiffres, une femme rurale âgée de 16 à 49 ans peut donner naissance en moyenne à 3,8 enfants. En ville, la moyenne est de 3,2 enfants. À l'échelle mondiale, le Fonds des Nations Unies pour la population
FINUAP en sigle indique qu'il a fallu de nombreuses années pour que la population mondiale atteigne le milliard d'habitants. À un peu plus de 200 ans, la population mondiale a été multipliée par 7. En 2011, la population mondiale a atteint 7 milliards. 7,9 milliards en 2021, 8 milliards en 2022 et devait atteindre 8,5 milliards en 2030, 9,7 milliards en 2050 et 10,9 milliards le siècle prochain. La Société rwandaise des gynécologues a fourni au Centre hospitalier universitaire de Kigali, CHUK en sigle, un échographe de pointe permettant de surveiller la santé du fœtus in vitro pour un montant estimé à plus de 120 millions de francs rwandais. Suivez ce reportage. Il s'agit d'un échographe du type Volitson, le premier du genre à être introduit dans les hôpitaux publics du pays. Il possède la capacité unique de surveiller étroitement la santé du fœtus, en particulier pendant le premier trimestre de la grossesse. Le président de la Société rwandaise des obstétriciens et gynécologues, donatrice de l'appareil, Dr Mivumbi Nichunguye Victor, a expliqué certains avantages qu'il apportera. Cette machine va aider les médecins spécialistes. Nous voulons améliorer la qualité de vie des futures mères en renforçant les connaissances des praticiens, la qualité des soins fournis, l'octroi d'un service de haut niveau. Nous travaillons en synergie avec le ministère de la Santé. Dans le cadre du renforcement des capacités, nous estimons que l'hôpital a atteint un niveau excellent dans la formation des spécialistes qui ont besoin d'appareils sophistiqués. Dr Punga Tarsis, directeur du Centre hospitalier universitaire de Kigali, CHUK en sigle et en anglais, a salué cette initiative et expliqué comment elle contribuera à améliorer la prise en charge des femmes enceintes qui se rendent à l'hôpital. Ce n'était pas aussi évident de disposer d'un tel équipement. C'est une machine ultramoderne d'une capacité très élevée et qui va nous permettre d'atteindre plusieurs de nos objectifs. Cette machine va aider nos spécialistes à répondre aux besoins urgents de nos patients à temps réel. Cet appareil d'échographie d'une valeur de plus de 120 millions de francs rwandais est doté de fonctionnalités de pointe et utilise également une technologie d'intelligence artificielle très avancée. À présent, l'actualité régionale. Selon les analystes politiques, le recours continu des mercenaires par la République démocratique du Congo, RDC, témoigne du manque de volonté du pays à mettre en œuvre les accords de paix signés avec le Rwanda. Les précisions dans ce reportage. L'une des principales mesures prises par l'AFC M23 lors de sa prise de contrôle de la ville de Goma, en République démocratique du Congo, a été d'autoriser environ 300 mercenaires, principalement roumains, à rentrer dans leur pays via le Rwanda. Cependant, des rapports indiquent que la République démocratique du Congo continue de recourir à des mercenaires, notamment roumains et colombiens. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, estime que ce comportement constitue un sérieux obstacle à la mise en œuvre de l'accord signé entre les deux pays. Ce ne sont pas les premiers accords signés entre le Rwanda et la RDC ou entre la RDC et d'autres parties au cours des 25 dernières années. En réalité, une dizaine d'accords ont été conclus depuis 1999, mais presque aucun n'a été mis en œuvre par le gouvernement congolais. Nous avons constaté une tendance constante pour la RDC de ne pas respecter ses engagements. Deuxièmement, alors que les discussions diplomatiques se poursuivent à Washington, le gouvernement congolais menait simultanément des actions militaires, se procurant des armes telles que des drones d'attaque et des chars de combat en provenance d'Asie, et collabore avec des mercenaires étrangers.
Vous vous souvenez peut-être des mercenaires roumains qui ont transité par le Rwanda et qui collaboraient avec la RDC dans des opérations non seulement contre le Rwanda, mais aussi contre ses propres citoyens. Aujourd'hui, de nouveaux mercenaires auraient été amenés de Colombie. Il est difficile d'espérer des négociations lorsque de telles actions se poursuivent en coulisses. Le 27 juin dernier, le Rwanda et la République démocratique du Congo ont signé un accord de paix en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Selon les signataires et les analystes, l'issue des négociations en cours entre la RDC et l'AFC M23 déterminera l'orientation de l'accord de paix. Beaucoup affirment que ce dernier accord joue un rôle important car les causes profondes du conflit ont été mises en avant. L'analyste politique Dr Eric Ndushabandi affirme que la situation actuelle sur le champ de bataille suscite des inquiétudes quant à la viabilité de l'accord. Il semble insister pour poursuivre les combats, probablement pour se présenter aux yeux et de son opinion comme un défenseur de l'intégrité territoriale du pays. Cependant, lorsqu'un dirigeant prône à plusieurs reprises la guerre, il cherche souvent à masquer ses faiblesses internes ou à éviter d'assumer la responsabilité de ses échecs. Cela met également en évidence des problèmes plus profonds des mauvaises gouvernances en RDC, leur incapacité à unir leurs efforts et à mettre en œuvre les accords comme cela a été observé à maintes reprises, met en évidence un manque de capacité et de volonté politique pour rechercher des solutions durables. Lors d'une récente conférence de presse, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a souligné que tant que la sécurité du Rwanda serait menacée, les pays ne demanderaient la permission à personne pour se protéger. Il a également déclaré que les succès des pourparlers de paix de Doha entre l'AFC M23 et le gouvernement de la RDC dépendraient de la volonté réelle des parties concernées. Equally important, there is another deal ongoing. Le plus important, ce sont les différentes initiatives de dialogue entre les différents acteurs congolais, l'AFC M23, le gouvernement congolais et les autres qui sont en discussion au Qatar à l'initiative de cet État. Vous vous souvenez, lorsque j'ai rencontré le président Tshisekedi au Qatar, c'est là où tout a commencé. Nous avons essayé de revenir sur les racines du problème. La RDC voulait réduire cette question entre les deux pays, alors qu'une grande partie du problème ne concerne pas le Rwanda. C'est un problème congolais. L'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo a été signé le 27 juin dernier. Selon les analystes, si la signature de cet accord est importante, le véritable défi réside dans sa mise en application. Revenons au cours de cet entretien de la semaine sur cet accord de paix qui est censé donc ramener la paix en RDC. Nous avons invité donc dans ce studio notre invité qui vient souvent nous éclairer sur la situation. Il s'agit de Tite Gatabazi, qui est donc analyste de la politique régionale. Bienvenue à cet entretien de la semaine. Merci pour l'invitation, Patrick. Voilà, donc comme nous venons de le suivre dans cet élément sur notre antenne, il y a donc cette signature le 27 juin dernier à Washington, des accords de paix entre d'une part le Rwanda et la RDC. Entre-temps, à Doha doit se poursuivre les négociations entre les parties congolaises pour trouver des solutions aux problèmes dans ce pays. Entre-temps, dans le même temps, le Congo continue à faire venir des mercenaires. On parle actuellement de mercenaires colombiens. Qu'en sait-on jusqu'à maintenant? Ce qu'on en sait, c'est que préalablement aux discussions de Washington, le président Tshisekedi avait dépêché une très forte délégation, 5 ministres, des dizaines de conseillers,
avait payé un cabinet de lobby à Washington pour obtenir des réunions avec les sénateurs américains, des entrées au département d'État pour deux choses. Obtenir un soutien militaire pour venir écraser l'AFC M23 et des sanctions contre le Rwanda. Ça ne s'est pas passé comme il l'avait souhaité. Les États-Unis, fort de la masse d'informations qu'ils ont sur la crise à l'est de la République démocratique du Congo, ont préféré en faire des négociations. Et donc, Tshisekedi s'est fâché. Il a rompu le contrat avec le cabinet de lobby qui percevait quand même 5 millions de dollars par mois. Il a ramené toute la délégation sur Kinshasa. Et c'est là que des amis bien intentionnés lui conseillent de passer le cap institutionnel et d'aller chercher des mercenaires. Donc, ils prennent attache avec un certain Eric Prince, qui est un ancien de Marines, installé aux Émirats Arabes Unis et qui a des contacts chez les FARC de Colombie. Et guerrilleros colombiens. Voilà. Et donc, ils poussent la négociation. Les mercenaires coûtent très cher. On a vu ceux qui sont passés par Rubavu. Mais entre-temps, les discussions commencent entre Kinshasa, Kigali et Washington. Mais à voir même l'évolution de ces discussions, on sentait bien que Tshisekedi n'était pas disposé à négocier, en tout cas sous ce format-là, étant donné que lui, il a une obsession, c'est de faire la guerre, une guerre dont il est convaincu qu'il ne gagnera pas, mais il veut à tout prix faire la guerre. Mais comment on peut expliquer cette obstination à faire une guerre visiblement qu'il n'arrive pas à remporter? Il va d'échec en échec. En tout cas, depuis qu'il a annoncé que East African Force passerait par Bunagana arme au poing, ça ne s'est pas passé comme ça. Il a fait beaucoup de sorties médiatiques pour dire, en gros, vous allez voir ce que vous allez voir. Il nous a juré la main sur le cœur que Goma ne tombera pas. Ils se sont offerts Goma et en prime, ils ont Bukavu. Mais regardez un peu l'isolement de Tshisekedi sur le plan interne. Tout le monde dit qu'il est obsédé. Mais il est obsédé par quoi et pourquoi? Tshisekedi a épousé l'idéologie génocidaire. Il est en alliance avec les FDLR. Il est en alliance avec le président burundais, Ndayishimiye, qui vient continuer l'idéologie génocidaire en envoyant des troupes à l'Est, mais qui perçoit aussi de l'argent chez Tshisekedi. On sait par beaucoup d'articles de presse depuis Bruxelles que les Belges sont très présents dans cette mouvance d'idéologie génocidaire. On a vu quand même Tshisekedi dépêcher quelqu'un à Niamey, au Niger, pour prendre attache avec les anciens génocidaires qui ont purgé leur peine du TPIR et qui sont résidents au Niger. Ça veut dire qu'il veut continuer ce que le Hutu Power avait fait au Rwanda. Regardez le malaise qu'il y a à Kinshasa avec le CONOPS, le concept d'opération, négocié après-midi. Expliquez-nous le CONOPS. Le CONOPS, c'est la résultante des accusations mutuelles entre le Rwanda et la RDC. Le Rwanda dit et démontre qu'il est menacé par la présence des FDLR que Tshisekedi met aux frontières.
Évidemment, Tshisekedi dit que son pays est agressé. Dans toutes les discussions qu'il y a eu, on a quand même entendu une fois que les FDLR n'existaient pas, non, que c'était des résidus. Non, non, ce n'est pas des résidus, c'était des coupeurs de route. Non, c'est des vieillards qui ont 90 ans. En fait, ce n'est pas vraiment ça, on ne sait plus trop. Et donc, Luanda ayant pesé fortement sur ces deux leviers, les deux délégations sont quand même parvenues à se dire effectivement, les FDLR existent. Mais le CONOPS a été préparé par les services de renseignement. Services de renseignement du Rwanda, du Congo et de l'Angola. Et c'est ça qui embête beaucoup la partie congolaise, parce qu'on se rend compte que les FDLR, ce n'est pas seulement les militaires, ce n'est pas les armes, c'est cette idéologie génocidaire. Les FDLR sont l'épine dorsale des FARDC, en alliance. Ils ont été incorporés. Ils sont incorporés au FARDC. On nous dit même jusqu'au sommet de l'État. Ça veut dire que dans la garde rapprochée de Tshisekedi, vous retrouvez des membres des FDLR. Et c'est ça que le CONOPS a mis sur la table, et vous vous souvenez très bien que le 14 décembre dernier, la ministre congolaise des Affaires étrangères refuse de signer le CONOPS à Luanda. C'est dans ces entrefaits que Doha intervient et que les gens vont à Washington. Et donc, si Washington a repris le CONOPS, c'est l'épine dans le pied de Tshisekedi en personne et qualité, comme président de la République, comme chef suprême des armées, comme quelqu'un qui compte beaucoup sur les FDLR. Ces FDLR qui sont quand même le bras armé de la mouvance négationniste éparpillée en Occident. Regardez un peu l'agitation qu'il y a chaque fois qu'on parle de neutralisation des FDLR. On voit bien toute ça part beaucoup de la Belgique. Et on dit, il ne faut pas toucher aux FDLR. Il faut comprendre pourquoi. Les FDLR sont présents au Burundi. Et on voit bien le malaise aussi du président burundais. On voit bien que Tshisekedi finalement est prisonnier, est devenu prisonnier, à la fois des FDLR, mais de tous leurs soutiens dont je parle. Il y a une constellation internationale qui veut faire des FDLR un acteur politique pour peser sur la politique rwandaise. Oui. Alors, si vous permettez, revenons un peu sur la question des mercenaires colombiens. Les mercenaires colombiens, on ne sait pas à quel moment ils sont arrivés sur les terres congolaises. En tout cas, ce qui est certain, c'est après le départ de mercenaires roumains qui avaient fait beaucoup de promesses à Tshisekedi, à son gouvernement, mais qui ont déposé les armes et qui sont passés par le Rwanda pour retourner chez eux. Maintenant, il fait recours aux Colombiens. Qu'est-ce qu'il attend de Colombiens, alors que, ça sera la dernière question, alors qu'on sait très bien qu'il a signé, à travers son ministre des Affaires étrangères, le 27 juin dernier, la volonté de vouloir un cessez-le-feu et des négociations. Avant de parler des mercenaires, la signature, il est établi après plusieurs signatures. Et Tshisekedi ne respecte jamais sa signature. Pensez bien à Genève, la candidature unique de l'opposition. Pensez bien à Nairobi, son alliance avec Vital Kamerhe. Regardez un peu FCC Cash. On peut aligner comme ça les signatures sur lesquelles Tshisekedi a craché. Il fait venir des mercenaires. Mais a-t-il tiré les leçons de la prise de Goma et de Bukavu? Je ne crois pas. A-t-il tiré les leçons de l'armada
les armes qu'il a amassées à l'aéroport de Goma, avec des mercenaires, avec la SADC, avec des troupes burundaises, avec les FDLR, ajouter à cela quelques FRDC. Et ces gens-là, moi j'aime bien la portion de phrases dite par le président Kagame le 4 juillet. Demandez à ces gens-là ce qui s'est passé. S'ils n'ont pas tiré la leçon, en tout cas de la prise de Goma comme symbole, à la fois politique, à la fois militaire et diplomatique, il va continuer à ramener des mercenaires, que ça vienne de Colombie ou que ça vienne de Papouasie, Nouvelle-Guinée ou d'Australie. Les mercenaires viennent pas pour se battre, parce qu'ils veulent garder l'argent qu'ils gagnent pour eux et pour leur famille. Ça ne servira ni Tshisekedi ni son gouvernement. Et il est en train de montrer maintenant à la terre entière qu'il n'est pas fiable. Merci Tite Gatabazi. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes donc analyste politique dans la région et nous vous remercions de cet éclairage. C'est sur cette note que nous allons mettre un point final à cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent week-end en notre compagnie.